avant, en préparation, je t'ai demandé si tu étais d'accord pour raconter un peu le parcours littéraire, comment ça a commencé. Et ensuite, on va arriver à ce roman-là absolument extraordinaire, avec une protagoniste complètement folle. Oui. Oui, mais vraiment folle. Oui. Alors, tu peux leur raconter ton parcours littéraire, comment c'est venu? Moi, mon premier roman, c'est 1994. J'ai écrit un premier polar, un premier roman noir qui s'appelait 51-50 rue des Ormes, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Et à ce moment-là, j'étais enseignant. Et j'écrivais donc l'été, pendant que j'étais en vacances. Et moi, ça s'est fait tranquillement, ma popularité au Québec. Ça n'a pas été un premier roman, révélation. Ça a vraiment été c'est un succès que je me suis bâti petit peu par petit peu. Je sortais à ce moment-là un roman par 2 ans à peu près. Et c'était toujours du roman très noir, même parfois un peu du roman d'horreur, du roman assez gore, assez hard. Et j'ai mis ça un par 2 ans jusqu'en 2007, où 2007, j'ai pu écrire à temps plein et gagner ma vie en écrivant. À cause d'un succès d'un film? Oui, c'est ça. En 2002, il y a eu un film à partir d'un de mes romans qui s'appelle Sur le seuil. On a fait un film. Et le cinéma étant ce que c'est, vous savez, le cinéma, c'est comme partout, c'est une locomotive pour un film va être vu par beaucoup plus de gens qu'un livre ne sera jamais lu, évidemment. Donc oui, ça m'a permis de me faire un nom, d'avoir un gros succès. Et en 2007, quand j'ai sorti le Vide, ça a été comme une autre étape dans ma carrière qui a fait que j'ai pu me consacrer à l'écriture à temps plein. Là, depuis 2007, je sors un roman par année environ. Oui, un roman par année. Et il y a eu 2 autres films sur mes romans. Donc, il y a eu jusqu'à maintenant 3 adaptations. Lesquels? Il y a eu un film sur les 7 jours d'Italion. Et il y a eu un autre film sur 51-50 rue des Ormes, qui est mon premier roman, qui a été fait 15 ans plus tard. Voilà. Et là, nous sommes en 2017 et c'est mon 18e, si on calcule bien. Voilà. Alors, depuis le début, tu es chez Alire? Non, j'ai commencé chez Guy Saint-Jean. J'ai fait mes 2 premiers romans chez Guy Saint-Jean. Et après ça, j'étais dans la collection noire et Guy Saint-Jean a fermé la collection noire. Et Alire est comme venu me récupérer. Et on a republié mes 2 premiers qui avaient été chez Guy Saint-Jean aussi. Donc, à part 2 ans, oui, on peut dire que je suis chez Alire depuis 1997, en fait. Alors, tu es enseignant dans un collège... je ne suis plus là. Je suis plus. Mais ta formation, c'est que ça t'a enseigné longtemps, jusqu'à un moment donné où tu as réussi à vivre de l'écriture, ce qui est pas rien. Hein? Donc, je suis chanceux. Donc chapeau. Ouais. Écoute, quand tu étais jeune, enfant, adolescent, qu'est-ce que tu lisais comme livre, toi? Je lisais de l'horreur, du fantastique, c'était à peu près tout. Je lisais rien d'autre, ce qui était un peu... éventuellement, il fallait que je lise autre chose, mais quand j'étais jeune, c'est vraiment ça qui m'a happé. C'est peut-être pour ça que je me suis mis à écrire ça. En fait, j'ai commencé à lire de l'horreur à 11-12 ans. Alors, j'ai voulu écrire ça aussitôt que j'en ai lu. Au cégep, le cégep au Québec, c'est l'équivalent... quelqu'un me dit ici qu'il existe quelque chose qui ressemble à ça, qui est entre 17 et 20 ans. Comment ça s'appelle? Le lycée? Oui, non, je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre de plus... qu'il y avait un nom. En fait, peu importe. Nous, au Québec, on appelle ça le cégep. Le gymnase, c'est ça, le gymnase. Bon, c'est un peu l'équivalent qu'on a au Québec entre 17 et 20 ans, juste avant l'université. Et là, je suis allé en lettres, en arts et lettres. Et là, j'ai vu d'autres choses. Là, je me suis ouvert l'esprit, j'ai pas eu le choix, en fait, sur plein d'autres auteurs. Des classiques, mais aussi des contemporains qui faisaient autre chose que de l'horreur. Il faut dire qu'à l'université, ensuite, en arts et lettres, en littérature à l'université, si tu leur parles de Stephen King ou si tu leur parles d'auteurs comme ça, tu te fais regarder de haut. Tu te fais regarder comme... Un peu comme ici. Maintenant, ça a un peu changé parce qu'ils se sont bien rendus compte que Stephen King, c'était pas rien. Oui. Mais longtemps, cet auteur-là a été méprisé comme le genre de ce genre en général, exactement. C'est un genre à l'université qui était méprisé. Et c'est vrai. Et là, tu me confirmes qu'ici aussi, ça a changé. Mais au Québec, effectivement, maintenant, dans les universités, il y a des professeurs qui se spécialisent dans la littérature de genre, qui donnent des cours très sérieux sur le roman d'horreur, des trucs comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a une tendance à ouverture à ce niveau-là, et c'est tant mieux, en fait. Surtout parce qu'ils se sont rendus compte que les auteurs de polar étaient des écrivains, et des grands écrivains, tu vois. Oui. Et ils ont réalisé aussi, je crois, que c'était des miroirs de société extrêmement intéressants, puis qu'à travers le polar, ou même certains livres d'horreur, le livre noir, dans le fond, quand c'est bien fait, évidemment,
ben, tu peux aller explorer l'art humain de façon extrêmement intéressante. Donc, ce n'est pas juste que des histoires écrites sur le coin d'une table pour faire peur au monde. Ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Alors, dans les 18 romans du Sénégal, l'inspiration, ça vient d'où? C'est des entrefilets, c'est des faits divers, c'est quelque chose que tu as vu dans une série. Ça naît comment? Ça n'est jamais de la même manière. Je ne suis pas un auteur qui va feuilleter les journaux à la recherche d'une idée là, dans les faits divers, justement, comme tu disais. Non, moi, chacun des romans a sa genèse particulière et c'est jamais la même chose. Dans certains cas, c'est peut être juste une rencontre que j'ai faite qui m'a inspiré. Dans d'autres cas, ça peut être une scène qui m'est apparue dans la tête. J'ai même écrit des romans en réaction à des films ou des livres que j'ai lus en me disant « Ah, l'idée était bonne, mais c'est mal foutu finalement. Et je voulais faire quelque chose de mieux. » Excusez-moi. Comme par exemple, ou alors une réaction personnelle face à une peur. Et ça, c'est la théorie de ma blonde. Alors, Patricia Nicole est mariée avec une femme qui est psychologue, qui a 2 grands-enfants. Et c'est ma blonde, hein, au Québec, on dit ma blonde. Son épouse. Mon épouse, voilà. Elle est psychologue, justement, et elle est convaincue que j'écris sur mes peurs, en fait. Consciemment ou pas. Ça peut être inconscient, dans certains cas, c'est tout à fait inconscient. Mais dans d'autres romans, c'est assez clair, oui, que j'écris sur des peurs, comme les 7 jours du Talion, par exemple. C'est un père de famille qui, sa fille de 8 ans, se fait violer et tuer, et il veut se venger. Pendant une semaine, il kidnappe l'assassin dans l'intention de se venger, et il se rend compte, au bout du compte, que cette vengeance-là ne lui apporte absolument rien, que c'est vide. Mais bon, avant de s'en rendre compte, il va se rendre loin. Mais voilà. Et évidemment, j'ai pensé à cette idée-là quand j'ai eu la fille. Comme tout père, tu devais avoir peur pour ta fille. J'avais eu un fils avant, bon, t'as toujours peur pour tes enfants, mais une fille, c'est pas pareil. En tout cas, le papa avec sa fille, c'est sa petite fille, puis même aujourd'hui, elle a 16 ans, puis des fois, je la vois sortir pour aller en boîte ou des trucs comme ça. Et tu sors comme ça, là, tu t'habilles comme ça, là, et ma blonde a dit, mais non, c'est pas si pire, c'est pas si mal, là, arrête, là. Bon. On est trop protecteurs, les papas, évidemment. Alors donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais si on faisait mal à ma fille? Alors, je pense qu'à travers ce roman-là, oui, là, c'est clair que j'ai parlé d'une part personnelle. Dans le dernier, l'autre reflet, c'est pas nécessairement on va y arriver. Oui, pas tout de suite? On va y arriver parce que tout à l'heure. Alors, parce que, bientôt. Alors, évidemment, le grand mérite aussi de Patrick Sénécal, c'est qu'il a fait lire, il est allé faire des conférences dans des cégeps, dans des collèges. J'ai des neveux et nièces au Québec qui ont assisté à tes conférences où on m'a dit que c'était noir de monde, tu vois. Donc, tu as un public jeune et moins jeune. Oui. Ton lectorat est assez large. Ça, c'est la grande chance que j'ai, c'est ça, c'est que souvent, en tout cas, un auteur va rejoindre une tranche d'âge. Bon, moi, la chance que j'ai, c'est que oui, mes lecteurs commencent à 15 ans. Et ça peut aller jusqu'à 60 années. Je suis toujours surpris de voir quelqu'un de 60 ans qui a acheté Alice, qui est un roman assez trash, qui est une version trash d'Alice au Pays des Merveilles, qui est assez extrême. Et ça arrive de temps en temps d'avoir une madame de 65 ans qui dit « J'ai beaucoup aimé ça. » Je dis « Papa, il est choqué. Peut-être que ça lui rappelle sa jeunesse rock'n'roll, je ne sais pas trop. » Mais oui, dans les files d'attente ou dans les salons du livre, ça se promène dans tous les âges. C'est ça c'est une belle... c'est un beau privilège, en fait, ça. Une belle reconnaissance. Oui. Alors, on arrive doucement à l'autre reflet. Alors, c'était ma question pour savoir si tu voyais dans des journaux, si tu documentais. L'année passée, tu es venu nous présenter un magnifique roman, Fin, qui se passait dans le milieu du cirque, mais attention, hein, c'est pas le cirque du soleil gentil. Non. Avec Patrick Sénécal, c'est jamais comme ça. Alors, bon, il y a eu quand même une certaine recherche, tu avais des acrobates, tu avais des magiciens. Et on arrive ici avec l'autre reflet que moi j'ai lu il y a 2 mois. Alors, c'est absolument horrible dans la magnificence. Ça se passe, le roman débute en milieu carcéral, et c'est un homme, et on suppose que c'est ton alter ego. Moi, j'ai supposé que c'était ton alter ego qui va donner des séminaires d'écriture à des femmes. Alors, évidemment, dans le lot... Les femmes prisonnières. Oui, il est en milieu carcéral. Lui, il va donner à ces femmes-là, et évidemment, il y a une protagoniste qui s'appelle Wanda Jackson, qui est
horrible, mais qui est horrible du côté maléfique, mais de douceur aussi. Hein? On ne peut jamais s'imaginer. Elle a l'air douce, oui. Elle a l'air extrêmement douce. Alors, juste une petite correction, elle s'appelle pas Wenda Jackson, elle s'appelle Wenda Morrow, mais c'est une fan de Wenda Jackson. Wenda Jackson. Et comme je suis encore beaucoup d'actualité au Québec, c'est pour ça que j'ai dit Wenda Jackson, la trame musicale a été inspirée. C'est Marie-Hélène Poitras, qui est un très grand auteur au Québec, qui est une amie, qui est une amateur, qui t'a proposé d'écouter Wenda Jackson. Je te laisse raconter un peu cette histoire-là qui est terrible. Et puis, je voulais savoir aussi, tu dois leur dire si tu as été donner des ateliers d'écriture en milieu carcéral. Je te laisse le micro. Il ne faut pas trop en dire. Mettons que lui, je répondrais si on entend l'ego ou pas aussi, mais il veut écrire, ce prof-là, veut aussi écrire, il est en train d'écrire un roman, un polar. Et dans les scènes violentes, il n'y arrive pas. Il réussit, il écrit très bien, il a une très belle plume, mais très littéraire. Mais quand c'est le temps d'écrire une scène horrible, une scène de meurtre, il manque de vérité, il manque de chair, là, c'est ça de dire. Il manque il n'arrive pas à rendre ça très crédible. C'est un peu trop beau, c'est un peu trop littéraire, c'est pas assez vécu. Alors, il va tomber sur une nouvelle écrite par une des prisonnières qui va lui remettre une nouvelle où elle raconte le meurtre qu'elle a fait pour se retrouver en prison. Et elle écrit pas très bien. C'est un peu du courage, c'est un peu, mais la scène de meurtre, la manière qu'elle raconte le meurtre, il trouve ça épouvantablement crédible. Alors, il va décider de lui voler la scène. Il va voler sa scène pour s'inspirer dans son propre roman. Il va même lui voler d'autres meurtres qu'elle raconte dans d'autres histoires qu'elle a fait et pour lesquelles elle n'a pas été arrêtée, donc ils vont devenir très proches. Il va copier toutes ces scènes. Et là, il sort son roman, ça devient un immense succès. Mais après ça, les autres romans qu'il écrit, ça marche beaucoup moins parce qu'il n'y a plus d'inspiration, évidemment. Et là, elle va sortir de prison un jour. Et elle va se rendre compte qu'il a volé ses scènes. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben là, j'en dis pas plus pour l'instant. C'est le grand mystère, mais l'apocalipse. Alors, on s'imagine bien qu'un roman de Patrick Sénécal, ça finit jamais, ils se marièrent, vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. C'est quoi? Non, si vous voulez des histoires d'horreur qui finissent bien, c'est pas moi. Ça marche pas. Ça finit pas seulement que tout le monde meurt non plus, parce que ça serait trop prévisible aussi, mais ça finit, pour moi, l'horreur, ou le thriller, ou le roman noir, ça dit, c'est pas fait pour rassurer. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller au bout de quelque chose, au bout de noirceur. Tu vas aller explorer cette noirceur-là. Si tu vas explorer la noirceur d'un personnage, ça peut pas remonter. En général, ça descend jusqu'au bout. Alors moi, j'ai fait discuter avec les polars qui finissent, le détective arrête le méchant et tout va bien, tout est bien qui finit bien. Il y en a des très bons, il y en a qui réussissent à le faire, mais Denis Lahaye a fait des polars extraordinaires où le méchant se fait arrêter. Mais il y a toujours à la fin une brisure, une amertume, une fêlure chez les personnages. C'est jamais victorieux, en fait. Et ça, pour moi, c'est important. Là. Alors, est-ce que tu as donné des ateliers d'écriture? T'en as donné, oui. Toi? En fait, je suis allé dans des prisons 3 fois. Ça fait 3 fois que j'étais dans des milieux carcérales pour donner des conférences, en fait, devant des prisonniers. Des hommes ou des femmes? Des hommes. Des hommes. Il y a une prison pour femmes au Québec. Il y en a une seule. Elle est à Joliette. C'est de celle-là que je parle dans le roman. C'est très particulier parce que c'est à la fois très différent comme public et à la fois extrêmement semblable. C'est-à-dire que dans une prison, tu regardes devant toi les prisonniers et c'est évident que tu as devant toi des gens, que tu as des durs à cuire devant toi. C'est évident dans ce qu'ils dégagent, dans leur regard, dans leur attitude. C'est très particulier. Mais les questions qu'ils posent, c'est les mêmes questions. Hein. Ils veulent savoir la même chose. Ils veulent lire une bonne histoire. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont beau être des prisonniers. Ils veulent quand même. Ils sont du côté du personnage principal. Puis ils ont peur pour lui. Ils ont peur pour lui? Ah oui, ils veulent pas que les méchants gagnent parce que c'est des prisonniers. Là. Ça marche pas comme ça. Là. Dans leur tête, ces gens-là, ils se sont retrouvés là parce qu'ils ont fait des erreurs, parce qu'ils ont fait des conneries. Mais fondamentalement, ces gens-là ne se sont pas réveillés le matin en disant « je suis mauvais, je suis une mauvaise personne ». C'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. Il y en a peut-être c'est comme ça, mais ça, c'est des psychopathes. C'est pour ça que j'ai fait devant moi. C'était des délits assez mineurs quand même. Donc, c'est intéressant de voir que malgré tout, ces gens-là sont comme nous. Et ils se retrouvent là pour différentes raisons, des fois des écarts qui font qu'ils ont fait une connerie, mais fondamentalement, ils ont les mêmes. Ils veulent être heureux, ils veulent un peu de bonheur, ils veulent tomber en amour, ils veulent une vie tranquille. Malgré tout, c'est ça que tout être humain recherche fondamentalement. Et ça, c'est assez intéressant malgré l'horaire de dur à cuire, de tough.
les questions qu'il me posait, c'était vraiment, vraiment semblable à toutes les autres questions, finalement. Alors, ici en Suisse, il y a des auteurs que je connais qui donnent des ateliers d'écriture en milieu carcéral, hein, des hommes et des femmes. Je ne sais pas si c'est quelque chose de populaire au Québec. Est-ce que tu penses que la lecture, l'écriture en milieu carcéral, ça peut aider les gens? Ah ben oui, ça, puis il y a un auteur québécois qui est ici, qui s'appelle Denis Gaudreau, qui est un Québécois, et qui donne des ateliers, lui, auprès de délinquants majeurs et tout ça, là, des jeunes qui se retrouvent dans pas des prisons parce qu'ils sont trop jeunes, mais des milieux quand même, ils sont dans, je sais pas comment dire ça, mais bon, ils font une forme d'emprisonnement. Et il a fait faire depuis des années, il fait des ateliers d'écriture avec eux, il dit c'est extraordinaire ce qu'on va chercher. Et c'est au début que je leur fais écrire des choses, parce qu'au début ils sont un peu, c'est écrire, je suis un tough, je suis un dur à cuire, moi, il y a que ça à faire, écrire des histoires. Il leur dit, bon, il dit, écrivez pourquoi c'est vous autres qui êtes le plus tough, pourquoi c'est vous autres qui êtes le meilleur, pourquoi c'est vous autres qui êtes le sont fiers. Il dit, plus ça va, plus je leur fais écrire. OK, maintenant écris sur ton ami, écris sur un ami que t'as, écris sur ton père, écris sur ta mère, donc écris sur toi. Et là, ça descend là, profond. Là, je vais chercher des choses et eux-mêmes vont découvrir des choses très, très sensibles. Alors pour moi, c'est clair que l'écriture, c'est un effet thérapeutique. C'est clair. Je me souviens au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais quand j'enseignais et que je faisais faire des nouvelles, écrire des nouvelles à mes étudiants, les jeunes, souvent, écrivent des nouvelles très noires, justement. C'est très, très noir. Quand t'es adolescent, c'est des peines d'amour terribles ou des suicides. Ça finit souvent qu'on se suicide dans les nouvelles d'adolescents ou ils deviennent fous. Ils se suicident ou ils deviennent fous. Bon, c'est pas toujours aussi simple la vie, mais... Et je me rappelle que la direction de l'école m'avait dit « Peux-tu un peu les enligner pour faire des nouvelles un peu plus gaies, un peu plus joyeuses? C'est pas un très beau modèle. » Je lui ai dit « Ça va pas, non? C'est pas ça, l'écriture. S'ils écrivent ça, c'est parce qu'ils ont besoin d'écrire ça. » J'ai arrêté, là. C'est pas parce qu'ils écrivent sur le suicide qu'ils vont se suicider, là. Je trouve que c'est très mal comprendre l'écriture que de penser que quelqu'un qui écrit une histoire qui va mal, c'est parce que nécessairement il va mal. Peut-être que tout son mal, il le met dans l'écriture et qu'après ça, ça va aller mieux. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas dire à un jeune, fais une histoire qui finit bien, comme ça donne une bonne image. Oui, mais c'est pas ça que je veux donner. Ils sont pas cons, les jeunes. Ils savent que ça va pas très bien dans le monde. Alors, ils écrivent ce qu'ils voient. Ils écrivent, et moi, je pense que ça donne une forme de catharsis, d'exutoire. En tout cas, ça marche pour moi. Alors, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour les jeunes. Et puis ça marche drôlement bien, en tout cas. Ça marche drôlement bien. Oui. On arrive à la Wanda. Il y a quelque chose de récurrent dans tes romans, c'est que la personne la plus terrible est toujours d'apparence douce, d'apparence douce. Oui. Comment tu as dessiné Wanda? Comment son profil psychologique, son apparence, ça finit comment ça? Ben, Wanda est une fille qui cherche l'émotion et qui ne la trouve pas. En fait, Wanda représente le côté noir du personnage qui, lui, a une vie normale et il voudrait avoir une noirceur assez forte pour être capable d'écrire des scènes terribles. Et il va trouver ça dans l'autre personnage qui, pour moi, est plus un personnage métaphorique. Wanda, c'est son côté sombre qui refuse d'assumer. C'est son côté sombre qui va l'amener à commettre des actes terribles pour réussir à s'inspirer. Mais il va toujours mettre ça sur le dos de Wanda, et c'est de sa faute, mais c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui accepte de faire des trucs horribles parce qu'elle l'amène là-dedans. Et je vais donc montrer qu'elle cherche l'émotion, quand elle écrit, l'émotion fonctionne, mais dans sa vraie vie, elle ne ressent rien. Et elle va découvrir grâce à... Alors, elle a tué des gens, elle n'a rien ressenti. Elle a tué son ex-mari parce qu'elle s'est dit, il m'a trompé. Donc, normalement, je devrais être en colère, je devrais le tuer, parce que c'est comme ça qu'on... Attention les garçons dans la salle, hein? Oui, c'est ça. Restez calme pendant le week-end, au moins, devant. Mais finalement, quand elle le tue, elle ne ressent rien. Elle le tue, et elle sent rien. C'est ridicule. Mais lorsqu'elle va écrire sur ce meurtre-là, elle va toute sentir l'émotion qu'elle aurait dû sentir. Donc, elle se rend compte qu'elle vit à travers les mots, et non pas à travers les actes. Alors que l'autre personnage, l'écrivain, c'est le contraire. Il vit à travers les actes et les mots, il ne trouve pas la vie dans les mots. Alors, c'est le mélange des deux qui va faire. Alors, Wanda, elle a une psychologie presque inexistante, en fait. C'est une espèce de mur. Même quand elle rit, elle essaye de rire avec les gens, elle essaye d'être heureuse, et c'est mécanique. Mais quand elle est avec cet écrivain-là, elle a une certaine... elle commence à ressentir une certaine émotion parce que cet homme-là représente l'écriture, et pour elle, l'écriture, c'est le summum de la vie. Et quand elle va avoir une relation sexuelle avec lui, il ne faut pas que j'en dise trop, presque contre son gré à lui, en fait, presque.
Parce que complètement, c'est pas possible, là, quand même. C'est pas un minimum de consentement pour les gars, en tout cas. Et donc, elle va... là, elle va vraiment sentir quelque chose une excitation presque spirituelle qu'elle n'a jamais sentie, en fait, parce que c'est un écrivain. Donc, c'est un peu aussi un hommage aux mots, comme livre. C'est un peu un hommage à la force des mots et comment on peut vivre des émotions par procuration à travers les mots. Et Wanda, c'est un personnage, c'est un vide, mais qu'elle veut désespérément remplir. Elle voudrait se remplir d'émotions. C'est ça qu'elle cherche, en fait, durant tout le roman. Alors oui, tu l'as décrit avec une pathologie, elle ne ressent rien du tout, et c'est quand même commun aux grands criminels. Hein? Ils commettent des actes, ils sont incapables de demander pardon parce que pour eux, il n'y a aucune émotion. La différence, c'est que les grands criminels, les psychopathes, souvent, le fait qu'il n'y ait pas d'émotion, pour eux, c'est vu comme une force. Justement, ils n'ont pas d'empathie, donc si tu n'as pas d'empathie, ça te permet de faire des trucs terribles parce que ça ne t'atteint pas. Les tueurs à gages, semble-t-il, que ce qui fait les meilleurs tueurs à gages, c'est parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Ils sont incapables d'éprouver d'empathie. Et ça, ben, pour eux, c'est une force, parce que ça leur permet. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout, là. Mais eux, pour eux, c'est une force, parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire leur travail grâce à ça. Wanda, pour elle, c'est un drame. Elle va tuer des fois des gens pour chercher l'émotion. Et non pas parce qu'elle dit, moi, je peux tuer sans problème, je ne ressens rien. Pour elle, chaque fois qu'elle tue quelqu'un dans le roman et qu'elle a fini, elle est un peu désespérée parce qu'elle fait ça n'a servi à rien. Et plus le roman avance, elle se dit ça va servir à quelque chose finalement. Parce que quand je vais l'écrire plus tard ou quand mon alter ego va l'écrire, une émotion va naître de cette écriture-là. Donc elle fait un peu ce qu'un écrivain fait, c'est de la recherche. Elle fait de la recherche en tuant des gens. Je vous rassure, moi je fais pas ça. C'est pas mon genre de recherche. Oui, mais tu as fait de la recherche sur le net, dans des livres, pour le profil psychologique, bien sûr. Non. Pas tant que ça? Non. Les profils psychologiques de mes personnages, c'est rarement de la recherche. Je veux me laisser le plaisir d'inventer ça. Je veux me laisser... De toute façon, tout est possible. Hein. Ce qui est important, c'est de rendre la psychologie du personnage cohérente. C'est pas que ce soit possible ou non dans des cas de pathologie. Même ma blonde, qui est psychologue, justement, elle dit, moi, quand je lis un polar, quand je lis un roman policier, je veux pas lire un roman de... Je veux pas lire une thèse de psychologue. Je veux pas me faire emmerder par des explications pendant 8 pages de ça c'est trouble de personnalité, tendance schizoïde. Elle dit, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Elle dit, je veux juste avoir un bon personnage auquel je vais croire. Alors, moi, c'est ce que je fais. Alors, ce serait quoi sa pathologie? Ce serait quoi son... J'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave. Elle n'a pas un comportement normal. Non. On est d'accord. Elle est folle, ça c'est clair. Oui. Une folle dangereuse. Oui, mais c'est pas nécessaire, à mon avis, de faire des recherches. Parce que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux juste qu'on y croit. Parce que je pense que tout se peut, de toute façon. Je crois que tout est possible. On a tellement arrêté de fous, de tueurs, que les médecins sont complètement dépassés par leurs agissements, que je me dis, bon, à partir de là, on peut aller assez loin. Là. Alors, tu es un grand écrivain qui était capable d'écrire. Par exemple, si je me rappelle, à la fin de l'année passée, il y avait des scènes d'amour très très belles. Et ma question, c'est, tu te sens comment au sortir d'une scène d'amour très tendre, et puis quand tu écris des passages absolument horribles de la Wanda et de cet écrivain-là, c'est quoi la différence pour un écrivain? Il n'y a pas beaucoup de scènes d'amour tendre dans mes romans. La fin, de temps en temps. L'année passée, dans la fin, il y en avait une ou deux. Il y en avait une ou deux, oui, c'est vrai. C'est très dur d'écrire des scènes d'amour tendre. C'est très, très dur parce qu'il se passe rien de comment je dirais ça? C'est ton point de vue. Non, mais il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses pour le couple, qui le vit, évidemment. Mais le bonheur, c'est quelque chose d'un peu... C'est difficile de raconter le bonheur, parce que dramatiquement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'enjeu dramatique. Alors, la scène d'amour qui est belle doit servir à montrer un état des personnages, mais dramatiquement, il ne se passe rien, donc il faut être subtil, quoi. Et la subtilité, moi, c'est pas toujours très bon. Moi, je suis quelqu'un d'assez excessif. Mais si tu écris quelque chose de beau, il ne faut pas que tu sois excessif trop, sinon ça va devenir un petit peu ridicule. Mais moi, je suis très à l'aise dans les scènes, justement, très noires, parce que je peux laisser libre cours plus à ma tendance. Mais est-ce qu'on sort indemne de scènes comme ça? Oui. Au bout d'une journée, quand tu as écrit un bon chapitre d'horreur, tu sors de là indemne? Moi, je ne crois pas tellement. Bon, je ne crois pas tellement. Faut que je fasse attention, là, parce qu'il y a des écrivains qui me diraient peut-être, oui, Patrick, nous, ça fait ça. Mais je trouve ça toujours un peu romantique, l'image de l'écrivain qui... J'en parle de ça dans mon roman, d'ailleurs. Ces espèces d'images
que certains écrivains entretiennent en disant moi, vous savez, quand j'écris, ce n'est plus moi qui écris, c'est mon personnage, je suis dans un état de transe. Il y en a un qui disait l'autre jour, quand je finis ma journée d'écriture, je suis en morceaux, il faut me prendre par la main parce que je suis en morceaux. Ben voyons, non. Je trouve ça bien exagéré. Je trouve qu'on vient romantiser l'écriture comme si c'était... franchement, c'est comme si les avocats, les médecins disaient « je suis en morceaux, je suis en morceaux ». Ben oui, ils sont en morceaux, comme tout le monde, comme nous. Après une dure journée de travail, on est fatigué, c'est normal. Mais de venir magnifier ça comme si on s'était vidé de toute notre substance mentale et émotive. Oh là là, je trouve ça un peu... Non, mais quand même, bon, tu l'appelles ta blonde, ta femme, je sais pas, le soir, il racontait, écoute ma chérie, la scène que j'ai vue où j'y arrache les ongles, puis j'y passe sous le corps, ça fait quoi l'alentour, ça? Ben, je lui raconte pas, évidemment, parce que, je veux dire, on peut savoir comment m'entendre, mon amour. Mais sur moi, ça fait pas d'effet. Non, je raconte pas mes scènes, parce que je veux que ma blonde les découvre en la lisant. Non, je parle pas de mes... quand j'ai fini d'écrire à... Bon, certaines journées, je termine à 3 heures, d'autres à 5 heures, ça dépend. Je viens pas raconter ça. Le mieux que je fais, quand ma blonde revient du travail, elle voit que je suis très très de bonne humeur, là, elle sait que j'ai une bonne journée. Elle dit « Oh, t'as eu une bonne journée d'écriture. » Je dis « Oui, j'avais une scène que je bloquais un peu, là j'ai été bloqué. » Elle sait que je suis content, elle est contente que je sois content, et c'est tout, on n'en parle plus. Je peux lui parler un peu, ça, j'ai eu de la difficulté avec telle scène, mais je ne vais pas dire, et aujourd'hui, j'ai arraché les yeux de 3 personnes. Non. Puis là, elle me disait, dis-moi le pas, je vais le découvrir plus tard. Mais moi, ça me laisse pas non, j'ai pas d'impact de ça dans ma vie de tous les jours. C'est un exutoire, l'écriture. On se débarrasse de quelque chose. Alors, ça ne nous suit pas, parce on le jette sur papier, on le sort de nous. C'est justement pour ne pas le garder qu'on écrit. Si je gardais ça en dedans, peut-être que ça aurait un impact plus négatif dans ma vie. Si ces idées noires-là restaient en moi, je serais peut-être plus dépressif, plus déprimé. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler dans la vraie vie. Je suis quelqu'un qui aime avoir du fun, je suis quelqu'un qui aime... je suis pas quelqu'un de dark dans son attitude. Je suis pas quelqu'un de regardez, l'écrivain d'horreur dans son coin, là, qui était... Non, je suis pas comme ça parce que je me... Hein, bon, tu le crois, hein? Bon, voilà. Alors, je mets ça sur le papier, après ça, j'ai juste envie d'être heureux. J'ai pas envie de mijoter dans cette noirceur. Oui, mais bon, en interview sur le net, il y a beaucoup où tu mentionnes beaucoup aussi que c'est une discipline, hein, que c'est une sacrée discipline. Oui. Toi, à partir du moment où tu as arrêté d'enseigner, tu t'es dit, c'est ça mon travail, je fais ça sérieusement. Oui. Donc, tu as une discipline, c'est chaque jour, tu produis un roman par année avec ton éditrice quand même qui te suit, qui s'informe de ton progrès. Donc,